Et maintenant, nous accueillons Célia Grincourt. Oui, j'ai des chaussons qui sont... Heureusement, ils ne sont pas filmés, je crois. Et puis des notes avec le sujet dont je vais vous parler. Donc bon, je suis Célia Grincourt, je suis comédienne et je fais un podcast qui s'appelle La force de la non-violence, mais je ne vais pas forcément en parler là. Ce que je vais vous raconter, plutôt, c'est un témoignage personnel, parce que je m'interroge depuis de nombreuses années sur la pornographie. Et c'est la première fois que je raconte ce que je vais vous raconter, qui est malheureusement affreusement banal, qui n'est sans doute même pas identifié comme une violence, mais que moi j'identifie maintenant comme un trauma personnel. Voilà. Alors j'ai écrit, ça m'aide parce que ça m'aide, voilà. Alors, bon, l'enfance est gênante pour nous, les adultes. Il faut la civiliser. C'est un travail de longue haleine, la civilisation. Les jeunes sont récalcitrants, c'est bien connu. Il faut trouver le chemin le plus court, le plus efficace et le plus séduisant aussi. Alors l'éducation brutale qui domestique avec des coups à l'ancienne, c'est très efficace, mais c'est un petit peu mal vu maintenant quand même. Alors le plus facile et surtout le moins visible, c'est la colonisation culturelle, l'envahissement de l'imaginaire. Priver de ressources intérieures une personne en la soumettant à des images qu'elle finit par désirer elle-même, ne pouvant plus se relier aux siennes propres. Comme ça, on modèle les jeunes à notre image, l'image de notre civilisation, et comme ça, ils pourront poursuivre cette belle civilisation. Mon imaginaire, à 13 ans, c'était de grands rêves de liberté. Je ne sais plus qui en parlait, voilà. Je me sentais jamais libre. Je pensais toujours, quand je serai adulte, je serai grande. Je serai grande, oui, et je serai libre surtout. C'était des rêves de voyage, d'art. Je voulais être actrice de ma vie, je pense, surtout. C'était regarder le vent danser dans les arbres, derrière les fenêtres dans la classe, et penser que la liberté est juste là, à portée de bras, mais je restais clouée sur ma chaise. Bien sûr, c'était des rêves de danse, des livres qui me passionnaient, mon journal intime que j'écrivais. C'était m'endormir paisiblement en imaginant que mon lit était un bateau. Ça me rassurait énormément, cette sécurité de l'eau, je ne sais pas pourquoi. Et donc j'imaginais que mon lit résistait à toutes les tempêtes. Alors certes, il était assez colonisé déjà, mon imaginaire à 13 ans, avec des séries sur les mannequins, avec des contes de fées, avec des princes charmants où la princesse est souvent bien passive. Mais je n'étais pas encore complètement civilisée car je gardais espoir. Si j'avais pas mal de rêves induits par la société des adultes, je n'avais pas encore d'image écran pour m'empêcher d'accéder totalement à moi-même. Et c'est alors qu'une effraction s'est produite. Alors je parlais juste avant du meilleur chemin pour civiliser, du plus rapide, du plus efficace. Mais ce que j'ai omis de dire, c'est que le nec plus ultra, pour faire se conformer à un être, c'est de le traumatiser. Et maintenant, on a les moyens de le traumatiser à grande échelle. Donc je viens juste d'avoir 13 ans. Je suis invitée chez une amie que j'appellerai Fanny, avec une autre copine que j'appellerai Marion. Donc Fanny, elle est assez populaire dans la classe, elle participe avec d'autres garçons, enfin, elle, ce n'est pas un garçon, mais elle participe avec uniquement des garçons, à un trafic de cassettes érotiques. Alors à l'époque, je ne sais pas si on disait porno, mais en fait, c'était vraiment du porno des années 90. Voilà, et donc elle était très populaire puisqu'elle était avec les garçons. Bref. Elle nous demande à moi et à Marion si on a envie de regarder une scène. Et bah évidemment, il y a en moi une voix qui crie méfiance, mais j'ai envie de paraître cool, je suis curieuse aussi, donc je dis ouais. Et d'ailleurs, ça interroge sur l'idée du consentement éclairé, puisque je ne savais pas du tout ce que j'allais voir, évidemment. Et puis ma copine Marion dit la même chose, même si je vois exactement les mêmes doutes que moi dans ses yeux. Et donc Fanny met la VHS dans le magnétoscope et appuie sur play, c'est aussi simple que ça, et maintenant c'est encore plus simple, on le sait avec Internet. Donc on est dans la vidéo sur une plage avec la mer turquoise, donc un cadre idyllique pour moi qui aimais beaucoup l'eau. Mais on ne verra pas beaucoup le cadre parce que tout de suite on voit deux sexes qui moi me paraissent énormes et difformes et des mains qui caressent ces sexes. Un doigt avec du vernis à ongles blanc tourne autour d'une sorte de bouton. À l'époque je ne savais pas ce que c'était que le clitoris, voilà. Et
la femme pousse des soupirs, uniquement la femme. Puis vient le moment où c'est deux sexes, donc uniquement les sexes, on ne voit pas les visages, s'encastrent, et moi, cela me sidère. Je me dis, c'est ça faire l'amour. Je savais comment on faisait les bébés, évidemment, hein, mais là, j'étais pas préparée à ce spectacle en fait en gros plan, en mouvement et en gros plan. Et les soupirs de la femme deviennent des cris, et moi j'ai envie de me boucher les oreilles parce que c'est comme dans les films d'horreur, en fait c'est la musique moi qui me gêne le plus, et vraiment j'ai envie que ces cris s'arrêtent. Et c'est parce que ça me provoque, je pense, mais ça c'est a posteriori, je ne saurais pas le dire sur le coup, mais j'ai eu l'impression, peut-être a posteriori, ça m'a excité un peu, et en même temps ça me dégoûtait, enfin je ne savais pas. Je ne vois que des morceaux de corps frénétiques, découpés, comme détachés du reste de la personne, en plan rapproché. Et sur le coup, ça me fait penser à une boucherie. Voilà, à des bouts de cadavres ou des sexes qui ont une vie autonome, je ne sais pas. Et ce qui est très confusant, je ne sais pas si ça se dit, mais c'est que tout sonne faux dans cette scène, mais en même temps, tout semble vrai. Les personnes semblent éprouver un plaisir intense. Donc moi, je suis tétanisée par cette mécanique bien huilée au monoeil, et je peux pas croire en fait que l'amour ce soit ce truc hideux. Voilà. Et alors je me souviens plus quand la vidéo s'est arrêtée, mais je me souviens bien du silence, parce que Fanny nous a interrogé du regard alors, et Marion et moi on n'a rien pu dire, on était vraiment pétrifiés. Et ensuite j'en ai jamais parlé à personne, ni à mes parents, etc. Pourtant j'avais plutôt une relation de confiance enfin je croyais en tout cas à l'époque, mais j'en ai pas parlé. Et quand je rentre chez moi le soir, je suis vraiment enragée en fait. J'arrive pas à dormir et je me dis quoi ? C'est cette horreur qu'on nous vend comme le truc magnifique à vivre absolument. C'est ça que je vais devoir faire, par là que je vais devoir passer. Vraiment, je refuse l'idée de devoir faire ça un jour, en fait. Et je me jure, alors à l'époque, j'ai vachement réfléchi à l'âge, je sais pas pourquoi, mais je me jure que je ferai jamais l'amour avant au moins 20 ans. Et je pense que dans mon esprit, c'était loin encore. Et donc, je devais imaginer que d'ici là, j'aurais oublié ou que je serais lavée comme par magie de ce que j'avais vu, quoi. Mais en fait, il me faudra beaucoup plus de temps pour me libérer de ce trauma, enfin du blocage généré par ce visionnage d'une scène porno à 13 ans. Pour vous donner un exemple, à 22 ans, voilà ce que j'écrivais dans mon journal. Dès que la proximité d'un homme éveille en moi du désir, je sens comme une chape de plomb dans mon ventre, j'ai envie de disparaître sous terre et de dévorer mes entrailles. Ou un autre passage, je refuse toute pénétration en mes terres. Mon intimité est un monde que je me suis fermé à moi-même pour ne l'ouvrir à personne. Alors à 14 ans, j'ai embrassé un garçon pendant les vacances pour la première fois, et ça m'a tellement dégoûtée que j'ai rompu dès le lendemain en lui racontant qu'on avait tenté de me violer et que du coup, je n'étais pas du tout prête à sortir avec un garçon. Voilà, je me souviens même qu'il a brisé le banc de l'abribus où je lui ai raconté cette histoire. Et moi, j'étais très perturbée parce que je savais bien que je mentais, que personne n'avait tenté de me violer. Et alors, il faut que je vous reparle de mon lit bateau, qui était si sécurisant autrefois. Donc, désormais, j'avais beaucoup de mal à dormir, j'avais beaucoup d'angoisse. Et en fait, je pleurais énormément. Je pleurais. À l'époque, je ne pourrais pas dire sur quoi. Maintenant, je dirais a posteriori que je pleurais sur mon espoir perdu en l'amour, en la sensualité, en la beauté, en fait, de tout cela. Et je me débattais pour que mes idéaux ne sombrent pas complètement. Et donc, pour me rassurer, le soir en me couchant, pendant des années, j'ai fini par me raconter des histoires que j'analyse a posteriori comme une sorte de continuation morbide du fantasme de Prince Charmant, en fait. Donc, pendant des années, j'ai réussi à m'endormir en imaginant qu'un homme bon sauvait une femme de son violeur. Il y avait plusieurs déclinaisons à ce conte. Donc parfois le prince charmant était forcé d'assister au viol de l'héroïne, puis ensuite il la vengeait. Parfois il la sauvait juste avant le viol, ouf. Ou parfois l'héroïne, détruite intérieurement par un ou plusieurs viols, rencontrait ensuite son véritable amour qui l'aidait à se reconstruire grâce au respect et à la dévotion. Bref, et là parfois je m'autorisais à me dire que peut-être un jour ce sera beau l'amour, mais voilà. Et c'est toujours par le biais de quelqu'un d'autre. Alors, je me vivais comme profondément anormale d'avoir ce genre de fantasme. Est-ce que les autres femmes rêvent d'être violées puis sauvées ? Peut-être après tout, mais alors qui fait croire aux femmes qu'elles prennent plaisir à être considérées comme un objet ? À être salies ? À être sauvées comme un objet ?
Alors dernièrement, Cache Investigation a fait une enquête sur le business du porno, une enquête édifiante sur la violence générée par cette industrie, notamment sur les femmes soumises aux abus de toutes sortes dans les vidéos, mais aussi sur les jeunes personnes qui les visionnent très facilement. Et une étudiante de 24 ans est venue sur le plateau pour témoigner du traumatisme qu'elle considère avoir subi, subi par l'attaque de ces images sur sa psyché d'adolescente. Et elle a expliqué son incapacité à cet âge à analyser la violence des images, à pouvoir prendre du recul et à s'en détacher. Et Élise Lucet lui a posé une question, en substance c'était bon, si ça vous choquait, pourquoi vous avez continué à en regarder ? Mais en fait, c'est le propre des traumatisés de revenir à leur trauma. Et moi, il n'y avait pas de porno chez mes parents, en tout cas, j'en ai pas trouvé, mais j'avais Basic Instinct. Et pendant des années, quand ils n'étaient pas là, je mettais Basic Instinct. Et ça m'excitait, ça m'horrifiait en même temps. Donc, oui, je dirais que le visionnage du porno à un âge précoce a un intérêt aussi évident pour les tenants de cette industrie, puisque ça génère de la fidélité en créant de l'addiction grâce au trauma. Le porno m'a handicapée dans ma vie amoureuse. J'ai vécu cette irruption dans mon imaginaire comme une forme de viol. Je l'ai identifié très récemment. Ces images m'ont coupé d'une partie de moi, m'ont empêché d'accéder à mon intimité. Ces images sont venues se plaquer sur ma conscience, comme pour figer le déploiement de mes désirs, de mes rêves et de mes sens. Un être sans intimité, je pense en tout cas, de mon point de vue, a perdu sa liberté. Il est dissocié d'une partie de lui-même et donc totalement insécure. L'imaginaire d'un individu lui permet de se forger sa sécurité et pour moi, venir toucher à cette part incompressible et essentielle de nous est un crime. Et je ne parle même pas de toute la réalité horrifique qu'est l'industrie porno pour les femmes et du succès de la pédopornographie. Ça, je dirais que ce n'est que la partie émergée de l'iceberg pour laquelle pourtant les pouvoirs publics se disent quasiment impuissants. En creux, il y a tout ce qui nous est imposé comme vision du sexe et de l'amour dès le plus jeune âge. Je trouve que c'est quand même incroyable cette civilisation qui arrive à nous dégoûter de notre origine. Enfin, l'origine du monde, comme dirait Courbet, le sexe. Et la pornographie est vue comme, est encore, comment on pourrait dire, vue comme une sorte de libération sexuelle, en tout cas présentée parfois comme telle sur les plateaux, alors que pour moi ça continue ce dégoût du corps et ça continue ce manque d'estime de l'amour, ça pervertit en nous l'image de l'amour jusqu'à la confondre avec la violence, l'humiliation et la déshumanisation. Alors je ne dis pas, peut-être que chez moi il y avait un terrain pour que je vive de cette manière-là, ce visionnage, mais je m'interroge quand même sur une société pour qui c'est normal, puisque rien ne semble pouvoir être fait, et puis peu s'en émeuvent, que des jeunes voient en moyenne vers 10 ans, en tout cas c'est la statistique en Ile-de-France, leur premier film porno. Une société où la moitié des garçons de 12 ans et un tiers des filles du même âge regardent régulièrement du porno. Et je m'interroge sur des adultes qui crient au puritanisme quand on dénonce le porno. Comment ne pas comprendre le mal qu'on fait aux jeunes personnes avec cette industrie qui annihile l'érotisme au profit de l'obscène ? Alors oui, pour civiliser les jeunes, pour les modeler à notre civilisation, le porno, il n'y a pas mieux. Pour la société des adultes, il faut lutter contre l'imaginaire de l'enfance et de la jeunesse, lutter contre ce potentiel nouveau explosif, lutter contre cette sécurité que les jeunes pourraient se créer eux-mêmes et qui pourrait leur donner la force plus tard de renverser l'ordre établi. La société des adultes, avec ses schémas de domination, a colonisé nos imaginaires ad nauseam jusqu'aux recoins les plus secrets, les plus farouches, les plus vibrants de notre être. Et aujourd'hui encore, nous laissons se perpétrer notre colonisation, cette colonisation, car le meilleur moyen de maintenir l'ordre adulte inique, c'est de noyer tout espoir en détruisant l'intimité et l'estime de soi. Un quart des adultes regardent du porno régulièrement. Et comme je l'ai dit, ce que j'ai raconté est affreusement banal. Et il ne s'agit pas de jeter la pierre à quiconque, mais moi j'ai envie de chercher des réponses. Responsibility, la capacité de trouver des réponses. Prendre nos responsabilités si on prétend ne plus pouvoir supporter cette société qu'on nous a léguée et que nous continuons d'alimenter en tant qu'adultes, entre guillemets. Cette société qui massacre le vivant, cette société qui a fait de notre intimité un produit à vendre, cette société qui massacre l'innocence, celle des jeunes personnes et la nôtre en nous rendant ses complices.
Donc personnellement, je ne sais pas si je pourrais retrouver mon innocence, mais j'aimerais au moins chercher et mettre en œuvre des réponses pour ne plus être complice de cette société adultiste violente. Merci Célia.